Avez-vous déjà vu un chien faire semblant de vouloir vous parler, mais personne autour de lui ne l'écoute? Il était 8h12 lorsque Tyson s'est arrêté net, ni ralenti, ni pause, il s'est arrêté. Greg Doyle sentit la traction sur la laisse et baissa les yeux, perplexe. Le parc était calme ce matin-là, trop calme pour un samedi de début d'automne. Des feuilles fraîches parsemaient le trottoir, le soleil filtrait doucement à travers les arbres, et on pouvait encore apercevoir des volutes de brume ondulées sur le ruisseau qui bordait le côté et du parc Riverside d'Asheville. Tyson, un berger allemand de 10 ans avec plus de cicatrices que Greg ne pouvait en compter, regardait un vieux chêne noueux près du banc où les joggeurs attachaient habituellement leurs chaussures, et il grognait. Greg s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a, mon pote ?» Tyson ne répondit pas car les chiens ne parlent pas, mais celui-là avait vu des choses, fait des choses. Tyson n'était pas n'importe quel chien, c'était un chien à la retraite de la police d'Asheville, avec une longue liste de sauvetage et de sauvetage à son actif. Une fois, il avait sorti un enfant disparu d'un ravin après que 2 autres unités aient abandonné. Une autre fois, il avait localisé une femme terrifiée, enfermée dans une caravane dans les bois. Le service l'appelait le « chien de sang avec des dents ». Alors, quand Tyson grognait, Greg l'écoutait. Il s'accroupit à côté de lui, balayant quelques feuilles mortes, s'attendant à un écureuil mort ou peut-être à une réserve d'ossements de raton laveur. Mais les pattes de Tyson ratissaient la terre avec force, rapidité, urgence, et c'est alors que Greg le vit, un éclat rouillé de métal corrodé, à moitié enfoui dans les racines de l'arbre. Greg Doyle n'était plus superstitieux plus maintenant, depuis tout ce qui était arrivé à son fils, depuis que Tyson était entré dans sa vie, telle l'ombre à 4 pattes de tout ce qu'il avait perdu et ne pouvait récupérer. Mais à cet instant, alors que le vent se levait et que Tyson grondait encore, il sentit une chose ancienne s'installer en lui. La boîte était de la taille d'une vieille boîte à lunch, cabossée, rouillée et enveloppée dans un plastique fin presque désintégré. Il la sortit délicatement. Tyson s'assit à côté de lui, observant chacun de ses mouvements. Au début, Greg n'allait pas l'ouvrir, il pensait la porter à la gare et laisser les jeunes fouiller. Mais son poids, cette sensation à la fois étrange et familière, le poussa à ouvrir le loquet métallique, juste sous l'arbre. À l'intérieur, à côté d'une enveloppe scellée, se trouvait une pile bien nette de vieux billets de $100, enveloppés d'un élastique qui cassa dès que Greg le toucha. Et enfin, une photo en noir et blanc, granuleuse d'une adolescente tenant un petit chien sur ses genoux. Greg avait le souffle coupé. Pas de nom, pas de date, juste le regard de cette fille écarquillée, effrayée, comme si elle avait déjà vu le pire de la vie. Il referma la boîte, Tyson aboya une fois, fort et sec, ramenant Greg à l'instant présent. 2 joggeurs qui passaient se retournèrent au bruit. L'un d'eux, la trentaine, casquette et iPhone à la main, s'arrêta. « C'est ton chien? Il est génial. » Greg hocha la tête, toujours à genoux. « Oui. Il travaillait pour la police. »« Vraiment? Que fait-il maintenant? » Greg baissa de nouveau les yeux vers la boîte. « Ça marche toujours, dit-il doucement. » Au poste, le jeune policier à l'accueil lança à Greg un regard comme s'il apportait des biscuits des Girl Scouts plutôt qu'une preuve potentielle. « Tu as trouvé ça au parc? » demanda Greg en faisant glisser la boîte vers lui. L'agent Maya Lopez, 24 ans, haussa un sourcil. « Quoi? Comme une géocache? » « Je ne crois pas. » Elle l'ouvrit, fouilla le contenu et laissa échapper un léger sifflement. « C'est de l'argent réel. »« Oui, et cette enveloppe n'a pas été ouverte. Tu devrais peut-être la consigner officiellement. » Greg ne lui avait pas parlé de la photo. Il n'avait pas encore mentionné le visage de la fille. Il ne savait même pas pourquoi, peut-être était-ce de l'instinct, de la culpabilité, ou peut-être quelque chose de plus ancien, de plus enfoui. Ce soir-là, la station bourdonnait d'une légère curiosité pour le chien qui avait trouvé un trésor enfoui. L'histoire avait déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux locaux grâce à la vidéo des joggeurs. Greg grimaça en la regardant, un clip tremblant de Tyson creusant et aboyant, Greg sortant la boîte comme s'il s'agissait d'une sorte de capsule temporelle. La légende disait, un chien à la retraite trouve une boîte mystérieuse dans un parc municipal.
Et les hashtags, DSK9 Tyson hashtag Real Life Scooby-Doo Treasure Dog. Greg éteignit son téléphone, mais l'histoire gagnait du terrain. Cela impliquait des questions, de l'attention, de la pression et Greg détestait la pression, surtout lorsqu'elle venait du passé, surtout de ce passé. Le lendemain matin, Greg se réveilla tôt. Il prépara du café, versa un bol de croquettes pour Tyson et monta au grenier. Il n'y était pas allé depuis plus de 5 ans, pas depuis sa retraite, pas depuis l'enterrement de son fils, pas depuis que les voix avaient cessé de l'appeler inspecteur Doyle pour l'appeler monsieur chez l'OS. La boîte était toujours là où il l'avait laissée, verrouillée, poussiéreuse. Il la transporta jusqu'à la cuisine et la posa sur la table. À l'intérieur se trouvaient ses dossiers personnels, des notes, des coupures de presse, de vieux exemplaires de rapports d'affaires qui ne lui convenaient pas. Il les feuilleta un par un jusqu'à ce qu'il trouve le rapport de disparition, Marla Jane Robbins, 17 ans, vu pour la dernière fois le 10 avril 1987. Il sortit la photo de la boîte en fer blanc de sa poche, mêmes yeux, même chien, même silence. Greg fixa le rapport. Il se souvint de celui-ci, une année de recrue, à peine autorisé à faire des interviews. Marla était arrivée au poste, effrayée, tremblante, racontant des choses sur des gens que personne n'osait accuser à voix haute. Elle avait disparu une semaine plus tard. Le dossier avait été classé sans suite. Le chef avait dit qu'il s'agissait probablement d'une affaire de fugue. Tout le monde avait changé d'avis, tout le monde sauf Greg et peut-être Tyson car Tyson l'avait emmené directement chez elle. Il était maintenant assis à sa table de cuisine, le café froid, les doigts crispés. Quelque chose lui disait que ce n'était pas fini, loin de là. Et la boîte qu'ils avaient trouvée? Ce n'était pas seulement une preuve, c'était le message de quelqu'un qu'on n'avait plus entendu depuis près de 40 ans. Le lundi matin, la boîte en fer blanc se trouvait dans un tiroir à pièces à conviction, catalogué sous la rubrique « Objets non vérifiés trouvés dans un parc public ». Pour tous les autres, ce n'était qu'une curiosité, une note de bas de page étrange pour un week-end tranquille. Mais pas pour Greg. Il n'avait pas arrêté de penser à la fille sur la photo. L'image le hantait chaque fois qu'il fermait les yeux. Elle était là, mi-souriant, mi-effrayée, serrant ce petit chien débraillé dans ses bras comme si c'était le seul lien qui la rattachait au monde. Il n'avait pas bien dormi depuis des années, mais cette nuit-là, c'était pire que d'habitude. De retour à Riverside Park, les informations avaient déjà fait leur premier reportage. La chaîne locale 8 a diffusé l'histoire dans le cadre de l'émission « Dog on Heroes », avec un jeu de mots qui a fait hocher la tête de dégoût. Greg Tyson, un chien à la retraite, a découvert une boîte mystérieuse enfouie sous un chêne, a déclaré le présentateur d'un ton enjoué. À l'intérieur, de l'argent liquide dans une lettre cachetée datant de la fin des années 80. Est-ce juste un vieux souvenir ou quelque chose de plus? Restez connectés. Greg n'avait pas besoin de rester à l'écoute. Il savait que c'était plus, mais il ignorait à quel point. Ce matin-là, il lui rendit un service, l'inspectrice Jem Merrill, l'une des rares policières encore en poste à se souvenir du bon vieux temps, le retrouva pour un café dans un restaurant de la route 9. Jem avait la quarantaine, le regard vif, l'esprit peint sans rire, un sens pratique et un profond respect pour Greg. Elle avait débuté comme policière de secteur pendant qu'il terminait ses dernières affaires d'homicide. « Que sais-tu de la boîte ?» demanda Jem en remuant son café noir avec une paille en plastique rouge. « Pas assez », répondit Greg. « Mais la photo à l'intérieur, c'est Marla Robbins. » Jem cligna des yeux. « La fille disparue dans les années 80 ?» « Oui, j'ai ressorti mes vieux mots, même tête, même chien. » Jem fronça les sourcils. Cette affaire n'a jamais été résolue. Je sais. J'étais là quand elle est arrivée, j'étais morte de peur. Elle a dit des choses auxquelles j'aurais dû prêter plus attention. Elle a cité des noms. Greg hocha lentement la tête. Juge Randall et coach Danins. Jem laissa échapper un léger sifflement. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Le problème avec des affaires aussi anciennes n'était pas seulement le manque de preuves, mais la façon dont le temps déformait tout. Des gens bougeaient, mouraient, des dossiers disparaissaient,
les souvenirs se déformaient, et le pouvoir, eh bien, le pouvoir restait exactement là où il avait toujours été. Jem promit discrètement son aide. Je vais voir si je peux faire ouvrir la lettre, dit-elle. Mais si tu envisages de creuser. J'ai déjà commencé, répondit Greg. Il retourna au parc cet après-midi-là, Tyson à ses côtés. Les médias étaient partis, mais du ruban jaune entourait toujours le pied de l'arbre. Tyson renifla et laissa échapper un gémissement sourd, puis se mit à faire les 100 pas, comme s'il cherchait autre chose. Greg leva les yeux vers le chêne. Il était plus vieux que n'importe quel homme vivant en ville. Il se demanda combien de secrets il avait gardés au fil des ans, combien de personnes étaient passées devant sans jamais savoir ce qui était enfoui en dessous. Puis il remarqua quelque chose, un petit morceau de tissu coincé entre deux racines, d'un rouge délavé, presque invisible. Il se pencha et le détacha doucement. C'était un morceau de ruban, déchiré et vieux, mais qui avait sans aucun doute été attaché autour de quelque chose ou de quelqu'un. Il le mit dans sa poche sans un mot. Cette nuit-là, Greg ressortit son coffre. Il trouva un vieil enregistreur vocal qu'il utilisait pour les interviews. À sa grande surprise, il fonctionnait encore. À l'intérieur se trouvait une mini-cassette étiquetée, 3 avril 1987, témoin. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il inséra la cassette et appuya sur « Play ». La voix était faible, mais c'était la sienne. « Ce que vous faites, disait-il, si jamais je parlais, je le regretterais. » J'ai essayé de dire non, vraiment, la poitrine de Greg se serra. Je suis allé à la cabane ce soir-là parce que je pensais pouvoir leur faire confiance. Et puis une pause, suivie de Parasite, puis de sa propre voix. Plus jeune, instable, de qui as-tu peur, Marla? Sa voix revint, basse et brisée, le juge et le coach Dan. Il a arrêté la bande. Il ne se souvenait pas de l'avoir enregistrée, mais elle était là où une preuve et il n'en avait rien fait. À l'époque, la pression était intense. Son supérieur lui avait conseillé de laisser tomber, car cela ne ferait que créer des problèmes. C'est ce qu'il avait fait. Et maintenant, des décennies plus tard, il s'en voulait. Le lendemain matin, Jem a appelé, elle avait réussi à obtenir un. Après un premier examen de la lettre, sans s'alarmer, c'est clairement une lettre de suicide, dit-elle. Mara parle de honte, d'avoir été instrumentalisée. Elle cite directement Randall et Ince, dit qu'ils lui ont promis de l'aider pour ses candidatures à l'université, mais ce n'était pas du tout ça. Greg avait froid. Elle expliqua qu'elle avait enterré la boîte parce qu'elle pensait que personne ne la croirait de son vivant. Jem ajouta, mais si on la retrouvait plus tard, peut-être que quelqu'un s'en soucierait. Greg baissa les yeux vers Tyson, allongé près de la porte de derrière, silencieux et attentif. Elle savait que personne ne l'écouterait, murmura Greg. Pas à ce moment-là, mais peut-être qu'ils le feront maintenant, dit Jem. Cet après-midi-là, Greg était assis sur sa véranda, contemplant les bois derrière sa propriété. Tyson était allongé à côté de lui, l'oreille tendue à chaque passage de voiture. Quelque chose le rongeait, pas seulement la culpabilité ou le souvenir. La nuit où Mara avait disparu, il y avait eu un orage. Il s'en souvenait car une excursion avait été annulée. Il avait entendu le scanner signaler une perturbation dans un chalet près de la route 27, il n'y avait pas prêté attention sur le moment. Il sortit alors son ordinateur portable et consulta les archives de la police. C'était écrit, 10 avril 1987, rapport de trouble à l'ordre public, cabane de Miller, plainte pour tapage, aucune arrestation, agent renvoyé. La cabane de Miller, un pavillon de chasse qui appartenait autrefois à un homme d'affaires local, était abandonné depuis le début des années 2000. Greg se leva lentement. Tyson leva la tête. On va faire un tour en voiture. Ils arrivèrent juste avant le coucher du soleil. La cabane était toujours là, délabrée, couverte de graffitis, les vitres brisées, mais les fondations intactes. Greg fit le tour du périmètre avec Tyson. Le chien renifla près du porche, puis recommença à gratter le sol, cette fois avec moins d'empressement, mais plus de certitude. Greg s'agenouilla là, sous une planche cassée,
il trouva un cadenas rouillé, une chaîne, et en dessous, une bâche en plastique depuis longtemps décomposée et quelque chose d'enfoui. Pas profondément, pas des os, mais une autre boîte en bois, pourrie d'un côté. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des photos des dizaines, la plupart floues. Certaines montraient des adolescents, d'autres Mara, et d'autres encore des hommes puissants avec ses enfants ou des visages reconnaissables entre mille. Greg sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas seulement un suicide, ce n'était pas seulement une tragédie, c'était une tentative de dissimulation, et maintenant, enfin, tout s'ouvrait. Greg resta assis dans son camion, devant la cabine, pendant près de 30 minutes, agrippé au volant comme si c'était le seul élément solide qui l'empêchait de s'effondrer. L'air sentait le pain trempé par la pluie et la pourriture. Tyson était recroquevillé sur le siège passager, les oreilles frémissant à chaque rafale de vent. Sur le tableau de bord, la boîte en bois était ouverte, son contenu sinistre le fixant. Des photos trop nombreuses, certaines prises dans les bois, d'autres à l'intérieur, certaines floues, d'autres horriblement nettes, des adolescentes et des adolescents, les visages détournés ou surpris en train de rire, et puis des hommes que Greg connaissait non pas personnellement mais de titre, de réputation, de présence, des juges, des entraîneurs, des hommes d'affaires, tout sourire, posant bien avec des enfants qu'ils auraient dû protéger. Greg n'avait pas parlé depuis plus d'une heure. De retour à la maison, la première chose qu'il fit fut de se servir un verre. Un seul. Il ne buvait plus, depuis que tout s'était effondré après la mort de son fils. Mais ce soir-là, le whisky lui frappa la gorge comme une punition méritée. Tyson, allongé près de la porte d'entrée, le regardait. Greg s'assit à la table de la salle à manger et ressortit la photo de Mara, celle de la boîte en fer blanc, le même chien, le même regard hanté. Il fixa la pile de vieux dossiers à côté, il les avait sortis du grenier dans l'espoir de tourner la page. Maintenant, il lui semblait comme une porte qu'il venait d'entr'ouvrir. Le lendemain matin, il retrouva Jem au commissariat. Elle non plus, semblait ne pas avoir dormi. « Je dois te montrer quelque chose, » dit Greg. Ils sont d'abord allés au casier à preuves. Jem avait sorti l'enveloppe scellée de la boîte en fer blanc, l'empêchant ainsi de sombrer dans les limbes bureaucratiques. Elle était maintenant dans un sac plastique, étiqueté et daté. Elle la tendit à Greg. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, pliée en 3. Le papier était jauni et sentait légèrement le moisi, mais l'encre était foncée, l'écriture nette presque trop nette, comme si elle avait mis des heures à écrire. Greg commença à lire à voix haute. 9 avril 1987. À quiconque trouvera ceci, je veux que vous sachiez que j'ai essayé d'être courageux, de dire la vérité, de me faire écouter, mais toutes les portes auxquelles j'ai frappé sont restées fermées, toutes les mains que j'ai tendues se sont retirées. Ils m'ont dit que je n'étais rien, que si je parlais, personne ne me croirait, que le monde me dévorerait tout cru et me recracherait si j'essayais. J'ai failli les croire pendant un moment. J'y ai cru. Mais je sais ce qui s'est passé, je sais qui ils sont, le juge Randall, l'entraîneur d'Annins, Monsieur Leland du Country Club, et d'autres autant d'autres. Ils m'ont tout pris, mon avenir, ma voix, ma confiance. Je ne veux plus vivre dans le silence. Si quelqu'un trouve cela, s'il vous plaît, ne le laissez pas gagner à nouveau. Mara Jean Robbins. Jem resta assis, stupéfait, silencieux. Greg déposa la lettre avec précaution, son doigt tremblant légèrement. C'était vrai, dit-il doucement. Chaque mot. Elle est venue nous demander de l'aide, et nous l'avons repoussée. Jem déglutit difficilement. Nous ne l'avons pas fait, dit-elle. Mais eux, oui. La voix de Greg devint amère. C'est la même chose, finalement. Ils passèrent les 2 heures suivantes à examiner le carton d'archives de Greg. La plupart étaient des notes manuscrites d'entretien qu'il avait réalisées à titre officieux, des bribes qui n'avaient jamais été intégrées aux rapports officiels. Jem fut stupéfaite de voir tout ce qu'il avait conservé. « Pourquoi n'as-tu pas insisté davantage » finit-elle par demander. Greg resta longtemps sans répondre.
Puis il dit, j'avais 26 ans. Mon sergent m'a dit d'arrêter, il a dit que c'était au-dessus de mes forces, que la fille était instable. Instable, c'est comme ça qu'on appelait toute femme qui parlait franchement à l'époque. Jem semblait sur le point de pleurer ou de jeter quelque chose. Greg ne lui en voulait pas. Mercredi, la boîte de photos de la cabane de Miller avait été présentée comme preuve anonyme. Jem a expliqué à l'équipe médico-légale qu'ils avaient été informés par un simple citoyen enquêtant sur une affaire de disparition historique sans nom, sans trace. Greg a insisté, s'ils savent que je suis impliqué, ils vont tout enterrer. Il faut que ça sorte de nulle part. Mais la vérité était déjà perceptible. Un journaliste local, Peter Crane, appela Jem cet après-midi-là. Il avait eu vent de l'affaire, la boîte mystère, le chien viral, l'enveloppe scellée. Il voulait une interview. Pas encore, dit Jem. L'affaire sera rendue publique avant qu'on soit prêt, et elle disparaîtra dans une tempête juridique. Greg acquiesça, mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que le temps avait commencé à tourner. Ce soir-là, assis dans son garage, il feuilletait à nouveau son vieux magnétophone, l'interview de Mara le hantait. Il la rembobina, la repassa. Ils m'ont promis de m'aider pour mes SAT, m'ont dit que je pourrais entrer à Chapelle si je travaillais suffisamment dur. Pause. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Puis le silence. Greg appuya sur stop, ses jointures étaient blanches. Le lendemain, le shérif l'a convoqué. Greg n'avait pas vu le shérif Wallace depuis des années, c'était un homme rusé et politiquement avisé qui s'était fait un nom en nettoyant le département au début des années 2000. Il n'a pas proposé de poignée de main. Nous avons un problème, a déclaré Wallace d'un ton catégorique. Greg haussa un sourcil. J'ai des gens du bureau du procureur qui me posent des questions sur toi, sur une boîte, une lettre, une fille disparue il y a 38 ans. Greg resta silencieux. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire, demanda Wallace. Greg se leva, lentement et posément. Je pense que tu l'entendras bien assez tôt, dit-il, puis il se retourna et sortit. Cet après-midi-là, Greg retrouva Jem dans le parc, près du chêne où tout avait commencé. Il amenait Tyson, qui courut devant, reniflant le pied de l'arbre comme s'il espérait encore en trouver d'autres. Jem s'appuya contre le banc. On est presque là, dit-elle. Les experts ont confirmé l'authenticité des photos. Ils ont même identifié 2 des filles comme étant des signalements de disparition de mineurs datant de 1985 et 1986, l'une du comté de Buncombe, l'autre de Raleigh. Greg expira. Et l'écriture de la lettre? Jem hocha la tête. Elle correspondait au devoir de Mara au lycée. C'est elle. Il y eut un long silence, puis Greg demanda, que se passe-t-il ensuite? Jem baissa les yeux. On essaie d'ouvrir une enquête officielle. Doucement, mais on va se heurter à une résistance. Tu sais comment fonctionne cette ville. Greg hocha la tête. C'est pour ça que tu dois être le visage de tout ça. Jem cligna des yeux. Moi? Je suis un produit abîmé, un ex-flic avec une dent contre la mienne et un grenier rempli de regrets. Tu as toujours un badge, une voix, ils t'écouteront. Elle regarda. Elle lui a parlé longuement, puis elle a dit, je le ferai, mais seulement si tu restes à mes côtés quand la vérité éclatera. Greg a souri à peine, il ne raterait ça pour rien au monde. Alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, projetant une lumière dorée à travers les chênes, Greg se pencha et gratta derrière les oreilles de Tyson. Bon garçon, murmura-t-il. Tu sais toujours trouver l'essentiel. Tyson se blottit contre sa main, et quelque part au loin, pour la première fois depuis des décennies, la justice s'éveilla. Greg Doyle avait vu pas mal de fantômes dans sa vie, surtout ceux qui ne faisaient pas claquer les chaînes ni les portes, mais ceux qui vivaient dans les souvenirs et vous tenaient éveillé jusqu'à 3 heures du matin, alors que votre esprit ne s'arrêtait pas. Mais rien ne l'avait hanté autant. Mara Jean Robbins n'était plus seulement un visage sur un avis de disparition, elle avait désormais une voix ou une lettre, un nom qui commençait à ébranler les fondations d'une ville entière, et quelqu'un, peut-être plusieurs, commençaient à paniquer.
2 jours après que la lettre a été envoyée à la police scientifique, quelqu'un s'est introduit dans la salle des archives du département de police d'Asheville. Ils n'ont pas emporté d'armes ni de drogue, mais des dossiers, plus précisément, des dossiers de personnes disparues datant du milieu à la fin des années 1920. Jem a appelé Greg ce matin-là, furieux. 3 cartons entiers ont disparu. L'un d'eux contenait le dossier de Marlowe. Laissez-moi deviner, pas de caméra dans les archives, bien sûr que non, et les journaux d'accès sont une blague, dit Greg en se frottant le front. Greg était assis au bord de sa véranda, Tyson allongé à côté de lui, le museau posé sur sa patte. Ils ont peur, dit Greg. On se rapproche. Jem hésita à l'autre bout du fil. Ce n'est pas tout. Le shérif Wallace vient de déposer une plainte officielle contre moi, dit-elle. J'interfère avec les enquêtes en cours et je compromets potentiellement des preuves. Greg ricana, sans humour. Il essaie de te couper les jambes. Oui, mais on savait que ça arriverait. Alors on continue, dit Greg, calme et concentré sans faux pas. Ils se sont rencontrés ce soir-là au restaurant près de LI 26. Greg a commandé un café noir, Jem a pris une part de tarte aux noix de pécan et y a à peine touché. J'ai parcouru mes notes numériques, dit-elle. J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Elle sortit sa tablette et la fit glisser sur la table. Regarde. Greg se pencha en avant. Sur l'écran, un acte de propriété daté de juillet 1986 indiquait que le juge Carlton Randall et Daniel Ince, l'entraîneur d'Anne, étaient co-investisseurs dans un pavillon privé à l'extérieur de la ville. La cabane de Miller? Greg fronça les sourcils. Jem hocha la tête. Mais le nom figurant sur les documents a été censuré au fil des ans, enfoui sous une coquille fiduciaire. Il a fallu du travail pour le retrouver. Pourquoi ce secret? Demanda Greg, même s'il le savait déjà. Bref, parce que c'est là qu'ils ont emmené les enfants. Greg sentit une vive tension lui nouer le ventre. Elle poursuivit, et devinez quoi d'autre? L'un des autres commanditaires silencieux mentionnés dans les premiers documents, avant qu'il ne soit effacé, était le maire Robert Leland. Greg se rassit. Maintenant, ça comprend, murmura-t-il. Pourquoi personne n'a jamais cherché à obtenir des réponses? Pourquoi cette affaire n'a abouti à rien? Ils avaient affaire à un réseau, pas à quelques individus mal intentionnés. Il avait des tentacules, une portée, du pouvoir, et les personnes impliquées ont eu des décennies pour enterrer leurs actes. Mais le problème avec les secrets, c'est que le temps ne les tue pas, la vérité attend, et maintenant, grâce à un vieux chien têtu dans une boîte pleine de regrets, cette vérité remontait à la surface. Vendredi, l'histoire avait fuité dans la presse non pas par Jem, ni par Greg, mais par quelqu'un d'autre. Le titre était concis mais percutant, preuves anciennes, nouvelle question où l'affaire d'un adolescent disparu de 1987 est liée à de puissantes personnalités locales. L'article était paru dans le Blue Ridge Sentinel, un journal régional dont la portée était juste suffisante pour attirer l'attention, mais pas suffisamment pour provoquer une vague de protestations judiciaires pour l'instant. Greg a reçu le message de Peter Crane, le journaliste avec qui il avait brièvement discuté des années auparavant lors d'une autre affaire. C'est sorti. Je n'ai pas publié la lettre, mais elle arrive. Les gens parlent. Greg fixa le message, puis regarda Tyson. Tu es prêt, mon garçon? Tyson frappa du bout des doigts et se remit à mâcher la vieille balle de tennis près du canapé. Cette nuit-là, Greg reçut un appel d'un numéro bloqué. Il ne répondit pas la première fois, la deuxième fois, il décrocha. Une voix d'homme, rauque et grave, tu creuses là où tu ne devrais pas, Doyle. Greg n'a rien dit. Laisse tomber, ou des gens seront à nouveau blessés. La ligne fut coupée. Il resta figé un instant, puis se dirigea vers la cuisine et nota l'heure et la date sur un bloc-notes. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Tyson se tenait sur le seuil, le fixant du regard. On est trop loin, murmura Greg. Il croit pouvoir me faire peur. Pas cette fois. Le lendemain matin, Greg rendit visite à Nancy Robbins, la sœur cadette de Marla.
Elle vivait dans une petite maison à Andersonville, calme et sans prétention. Elle ouvrit la porte lentement, prudemment, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Tyson. « C'est lui ?» demanda-t-elle. Greg hocha la tête. Tyson. C'est lui qui a trouvé la boîte. Les yeux de Nancy s'emplirent de larmes. Elle recula et les laissa entrer. Elles étaient assises dans le salon, des photos de Mara étaient toujours accrochées sur la cheminée, bien que jaunies par le temps. Elle avait 17 ans, dit Nancy doucement. J'en avais 10. Elle était tout pour moi. Greg écoutait. Elle m'a dit de n'en parler à personne, mais je savais qu'elle avait peur. Je l'entendais pleurer la nuit. Elle disait que quelqu'un lui avait fait du mal, qu'elle avait essayé de se faire aider. Greg déglutit difficilement. Elle l'a fait. Elle est venue nous voir. Je n'en ai pas fait assez. Nancy ne répondit pas tout de suite, puis dit doucement, merci de ne pas l'avoir oublié. Greg sortit une copie de la lettre. C'est son écriture. Les versions authentiques sont exposées. J'ai pensé que tu devrais la voir. Nancy la lut lentement, les larmes aux yeux. Elle ne s'est pas suicidée, dit-elle. Peu importe ce qu'on dit, ils l'ont fait disparaître. Greg ne protesta pas, car, au fond, il croyait la même chose. Plus tard dans la journée, Jem a appelé pour donner de nouvelles nouvelles. Ils viennent d'ordonner le silence sur toutes les enquêtes internes liées au dossier de Mara. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Mais il y a plus, dit-elle. On a trouvé une correspondance. À quoi? Le ruban, celui que tu as trouvé près de l'arbre. Greg se redressa. C'était une récompense, un tableau d'honneur décerné par le lycée d'Asheville en mars 1987. Seuls 25 élèves l'ont reçu, et Mara était l'une d'elles. Greg resta assis en silence. Ils se rapprochaient, et quelqu'un faisait tout pour les arrêter. Cette nuit-là, quelqu'un a crevé ses pneus. Il n'a laissé ni mot ni signature, juste un avertissement. Greg les a remplacés sans prévenir, il est rentré, s'est servi un café et s'est assis sur le porche à côté de Tyson. Tu sais ce qu'ils essaient de faire, non? Demanda-t-il. Tyson fixa les bois comme s'il comprenait. Ils pensent qu'en faisant bouger les choses, on reculera. Ils ne comprennent pas, il prit une longue gorgée. Ils ont déjà perdu. La vérité éclate. On n'a juste pas fini de la dire. À l'intérieur, son téléphone vibra. C'était encore Peter Crane. Le message disait, appelle-moi. J'ai quelque chose à te dire ce soir. Greg regarda Tyson. Allez, mon garçon. Allons chasser un fantôme. Peter Crane ne semblait pas être du genre à s'énerver facilement auprès de Greg Doyle. Certes, c'était un journaliste de petite ville, mais l'un des rares à croire encore que la recherche de la vérité était importante. Au fil des ans, Greg l'avait vu traquer toutes sortes de dossiers, de la corruption policière aux scandales environnementaux, il avait même écopé d'un ou deux procès en cours de route. Mais lorsque Peter ouvrit sa porte ce soir-là, son visage était blême. Monte, dit-il sans son sarcasme habituel. Greg entra, Tyson trottinant derrière lui, ses griffes claquant sur le parquet. Peter ne cligna même pas des yeux en voyant le chien, il se contenta de désigner une table encombrée, couverte de vieilles photos, de coupures de journaux et d'une grande enveloppe Kraft. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Greg. Peter prit une inspiration. « Tu te souviens d'un certain Charles Crane ?» Greg plissa les yeux. Ce nom me dit quelque chose. Ancien ingénieur municipal, retraité en 1992, jamais fait la une des journaux, sans casier judiciaire, mais il avait un hobby très intéressant, la photographie à l'ancienne. Peter lui tendit une photo. Greg en eut un pincement au cœur. La photo montrait la cabane de Miller, la neige printanière du début du printemps collait encore à l'orée du bois, et dans un coin du cadre se trouvait une voiture, une Crown Vic de 1986, immatriculée par la police. « Tu sais à qui appartenait cette voiture ?» demanda doucement Peter. Greg hocha la tête. « C'est à moi. » Peter hocha lentement la tête.
Crane habitait à moins d'1 kilomètre de la cabane. Il m'a dit qu'il prenait des photos de la nature là-bas. C'était l'une des 12 photos qu'il m'a données et qui ne le faisait pas. Je savais ce qu'il regardait jusqu'à ce qu'il lise l'histoire de Marlowe. Les mains de Greg se sont crispées sur le papier qu'il me les a donnés ce matin. Peter a continué, 2 heures plus tard, sa maison a pris feu. Greg cligna des yeux. Tu plaisantes. Électrique, dirent-ils. Mais Crane avait un disque de secours. Il l'a donné à son neveu. Son neveu me l'a envoyé. Peter fouilla dans l'enveloppe et en sortit une clé USB, tout ce qu'il avait photographié, plus de 200 fichiers, certains horodatés la semaine de la disparition de Mara. Greg n'eut pas besoin de demander ce qu'il y avait dessus, il la sentait comme un poids suspendu dans la pièce. « Que veux-tu de moi » demanda-t-il. Peter le regarda droit dans les yeux. « Je veux savoir pourquoi ta voiture était là. » Greg fixa le sol un long moment. Puis il dit, « Parce que je poursuivais le mauvais fantôme. » 10 avril 1987. Il avait plu cette nuit-là, les routes étaient inondées, les radios crépitaient, signalant des arbres tombés et des pannes de courant. Greg venait de terminer une garde de 16 heures, mais le central a signalé un incident, perturbation près de la cabane de Miller, possible consommation d'alcool par des mineurs, pas de renfort disponible. Il était parti seul. Lorsqu'il arriva, la cabane était sombre et silencieuse. Une seule voiture était garée devant, il ne reconnut pas la plaque d'immatriculation. Il frappa, mais personne ne répondit. Il fit le tour, vit des traces de pas dans la boue, entendit des voix à l'intérieur, puis plus rien, puis le cri d'une fille. Il fit irruption, badge levé, mais à l'intérieur, il n'y avait que 3 hommes, le juge Randall, l'entraîneur Dan et un 3e homme qu'il ne connaissait pas, Robert Leland. Ils étaient calmes. Trop calmes. Randall l'a pris à part et lui a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu, une fille avait été surprise en flagrant délit d'intrusion. Elle prétendait être mentalement instable, sous l'emprise d'une drogue, et s'était enfuie lorsqu'on l'a interpellée. Il a dit à Greg de signaler l'infraction et de rentrer chez lui. Greg hésita. Puis Randall lui tendit une enveloppe de l'argent liquide et un avertissement, « Voilà ce que vous n'avez pas vu, agent Doyle. » Greg ne prit pas l'argent, mais s'éloigna. « Je ne savais pas quoi faire, » dit Greg à voix basse. « J'étais novice, seul. C'étaient les hommes les plus puissants du comté. Je pensais revenir plus tard, poser des questions et faire les choses correctement. » Pierre ne dit rien. « J'ai déposé une plainte pour tapage et je n'ai rien fait, » a admis Greg, mais je savais que quelque chose n'allait pas. C'est juste que, je n'étais pas prêt à aller à l'encontre de tous les éléments. Pierre prit enfin la parole. « Mais maintenant, tu le es. » Greg regarda Tyson, qui avait posé sa tête sur la botte de Peter. « Maintenant, je n'ai plus rien à perdre. » Le lendemain matin, Jem a appelé. Le juge est parti. Greg s'assit. « Comment ça, parti ? » Il ne s'est pas présenté au tribunal. Les policiers se sont rendus à son domicile, porte grande ouverte, voiture toujours là. Aucune trace d'effraction. Il a peut-être pris la fuite, mais s'il l'a fait, il savait que les murs se refermaient sur lui. Et Leland ? Jem soupira, encore tremblant lors des événements de la chambre de commerce. Mais j'ai le pressentiment que ce ne sera plus pour longtemps. Greg se passa la main sur le visage. Il faut qu'on parle publiquement, maintenant. Je suis d'accord, dit-elle, et je pense avoir trouvé quelqu'un qui peut m'aider. Cet après-midi-là, ils se sont rencontrés dans un petit cabinet d'avocats du centre-ville. Elle s'appelait Angela Ruiz, avocate spécialisée dans les droits civiques à Charlotte, anciennement au ministère de la Justice, aujourd'hui indépendante. Elle avait déjà traité des affaires non résolues, impliquant des dissimulations institutionnelles, des abus systémiques et des victimes oubliées depuis longtemps. Jem lui expliqua tout, la lettre, les photos, le ruban, le cambriolage à la gare, la cabane, l'incendie. Angela assimila tout en silence, puis dit, « Tu n'as pas seulement besoin d'un avocat. Tu as besoin de soleil, celui qui brûle. » Greg haussa un sourcil. «
Comment on fait pour y arriver? Angela sourit d'un air sombre. On passe au fédéral. Au cours des 72 heures qui suivirent, tout s'enchaîna. Angela déposa une requête officielle pour une enquête fédérale sur une faute judiciaire et un potentiel abus de pouvoir organisé. Jem remit les documents au parquet. Peter commença à préparer son article pour la presse nationale. Et Greg? Greg retourna au parc, au chêne où Tyson l'avait conduit, comme si c'était la première fois. De nouveau, les oreilles dressées, le nez fronçant, Greg se tenait au pied de l'arbre, le regard fixé sur ses branches épaisses. Elle est venue ici, dit-il doucement, pour enterrer son histoire, car elle savait que c'était le seul endroit où quelqu'un pourrait l'écouter. Un jour, Tyson frappa doucement le sol du pied, puis s'allongea près des racines. Greg s'assit aussi, le dos contre le tronc, les doigts effleurant la terre. « Tu nous as amenés ici, dit-il à Tyson, non seulement pour trouver une boîte, mais pour terminer ce qu'elle avait commencé. » De retour chez lui ce soir-là, Greg prépara un sac de sport, au cas où. Il ignorait ce qui se passerait une fois l'affaire révélée, il ne faisait plus confiance à la moitié de ses amis. Mais il était prêt. Il posa la photo de Mara sur la table de la cuisine. À côté, il déposa une feuille pliée, sa lettre de démission écrite le matin même. Il n'était plus policier, il était autre chose, un témoin, un lanceur d'alerte, un homme qui faisait enfin ce qu'il aurait dû faire 38 ans plus tôt. Le lendemain matin, Greg alluma la télévision, CNN, MSNBC, et même Fox. Les informations locales, les chiens canins creusant, la découverte déclenchèrent une enquête à l'échelle de l'État sur l'affaire Cole, liée à des fonctionnaires. Ça y était, Tyson creusant dans le chêne, Greg sortant la boîte en fer blanc, la photo, le mot. Le nom de Mara prononcé à voix haute pour la première fois depuis des décennies, et le monde entier l'écoutait. Tout a commencé par un chien qui grattait un chêne. L'affaire était désormais sur tous les écrans américains. À la fin de la semaine, Asheville n'était plus seulement une paisible ville de montagne avec ses sentiers pittoresques et ses antiquaires. Elle était devenue le centre de l'une des enquêtes les plus médiatisées du pays. CNN a diffusé une émission spéciale intitulée La boîte en fer blanc sous le chêne, l'histoire d'une fille, la découverte d'un chien dans une ville obligée de se souvenir. Et la photo de Tyson, alerte, puissant et fier, a fait la une d'USA Today, un chien policier à la retraite qui avait exhumé quelque chose que le monde avait choisi d'oublier. Et Mara. Son nom était désormais partout. Elle n'était pas une simple fille disparue, elle avait un visage, une voix, une histoire, et enfin la justice. 72 heures après l'annonce de l'enquête fédérale, le juge Carlton Randall a été retrouvé caché dans un chalet de location près de Knoxville. Il s'était rasé la tête et avait tenté de franchir la frontière avec une fausse carte d'identité et $20,000 en liquide. Il n'est pas allé bien loin. L'entraîneur d'Annins a été interpellé à Charleston alors qu'il tentait d'embarquer sur un bateau privé en direction des Caraïbes. Il n'a pas résisté, mais selon les agents qui l'ont arrêté, il n'a pas dit un mot non plus, même lorsqu'ils lui ont présenté le mandat. Quant à Robert Leland, il a rapidement fait appel à un avocat, affirmant n'avoir eu connaissance d'aucun acte répréhensible, malgré la présence de son nom sur des actes de propriété, des photos et des documents financiers liés à plusieurs sociétés écrans. Mais les preuves étaient accablantes et de plus en plus nombreuses. Angela Ruiz, l'avocate spécialisée dans les droits civiques que Jem avait fait venir, a tenu une conférence de presse devant le tribunal de Raleigh avec une conviction calme et inébranlable. Elle a dit au monde ce que Greg avait toujours su au plus profond de lui-même, il ne s'agissait pas d'une simple dissimulation, mais d'un système conçu pour se protéger au prix de jeunes vies. Mais grâce au courage d'une jeune fille et à la loyauté d'un chien, la vérité n'est pas restée enfouie à jamais. Greg regardait la conférence de presse depuis son salon. Il ne voulait pas y être en personne, il ne s'agissait pas de lui, cela ne l'avait jamais été. Tyson était assis à côté de sa chaise, la queue remuant doucement comme s'il comprenait chaque mot. Plus tard dans la semaine, une équipe fut autorisée à fouiller le terrain derrière la cabane de Miller. Sous une mince couche de terre remuée, ils découvrirent des restes humains, des ossements compatibles avec ceux d'une adolescente, un collier intact. Les dossiers dentaires étaient en attente, mais Nancy Robbins n'avait pas besoin de résultats d'analyse. Lorsque Greg l'appela ce soir-là, elle ne pleura ni ne cria, elle dit simplement « Je savais qu'elle nous attendait ». Et Greg, assis seul dans sa cuisine avec Tyson à ses pieds, les lumières tamisées, murmura simplement « On l'a trouvée, Nancy ». La ville d'Asheville a réagi par vagues, choc, chagrin, incrédulité. Certains habitants refusaient encore d'y croire, d'autres, principalement des jeunes générations, exigeaient des réformes.
Une pétition pour rebaptiser le parc municipal, Mara Robbins Memorial Park, a recueilli 50 000 signatures en un seul week-end. Et Tyson? Il est devenu un symbole non seulement de loyauté, mais aussi du pouvoir d'écouter ce qui est enfoui, ce qui est passé sous silence et ses instincts qui n'ont pas toujours de sens jusqu'à ce qu'ils en prennent conscience. Des enfants lui écrivaient des lettres, des gens lui envoyaient des friandises pour chiens de tout le pays. La chaîne d'information locale lui a décerné une médaille d'honneur pour service exemplaire, qu'il arborait fièrement, quoique un peu confus. Lors d'une petite cérémonie sur la pelouse du palais de justice, Greg se tenait à ses côtés, les mains dans les poches, luttant contre les larmes. Les semaines passèrent. Un soir, juste avant le coucher du soleil, Greg se rendit une dernière fois au chêne. La ville l'avait clôturé et avait planté une petite installation commémorative, mais pour l'instant, il était encore calme, sacré. Il s'agenouilla au pied de l'arbre, caressa le sol de la main. Puis, de la poche de son manteau, il sortit une photo pliée, Mara assise au soleil, tenant son chien. Il la glissa sous une pierre lisse près des racines. « Merci », murmura-t-il, de ne pas avoir abandonné. Sur le chemin du retour, Tyson passa la tête par la fenêtre, comme toujours, les oreilles battantes, la langue tirée, trempée par le vent. Greg sourit pour la première fois depuis longtemps. Il avait l'impression de pouvoir respirer. 2 mois plus tard, il rendit visite à Nancy à Andersonville. Elle avait lancé une association à but non lucratif, Voices Imburied, qui aidait les victimes d'abus à raconter leur histoire et à enquêter sur les affaires non résolues. Elle proposa à Greg de siéger au conseil consultatif. Il accepta, cela lui semblait juste. Il a également accepté d'enregistrer un segment pour 60 minutes. Non pas pour la gloire ou les caméras, mais pour que l'histoire de Marlo parvienne bien au-delà de leur petite ville de montagne. Elle est venue nous voir une fois, a-t-il dit au micro. On ne l'a pas entendue, mais son chien a veillé à ce qu'on l'écoute au moment opportun. Quant à Greg et Tyson, ils ne retournaient plus beaucoup au parc. Mais chaque matin, ils se promenaient dans leur quartier, rue tranquille bordée de chênes, poursuites occasionnelles d'écureuils, hochements de tête polis des voisins qui les reconnaissaient désormais tous les deux. Certains matins, Greg luttait encore contre la culpabilité, mais la plupart du temps, il se sentait simplement reconnaissant, car parfois la justice n'intervient pas au son d'une sirène, parfois, elle arrive à 4 pattes, couverte de poussière, aboyant au pied d'un arbre. Merci de nous rejoindre dans ce voyage émotionnel à travers la boîte en fer blanc sous le chêne des histoires comme celle-ci nous rappelle que même la plus petite voix peut compter, même après des décennies de silence. Nous aimerions connaître votre avis, croyez-vous qu'une personne ou un chien puisse vraiment tout changer? Avez-vous déjà été témoin d'un moment où quelqu'un vous a enfin écouté et où cela a fait toute la différence? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, nous les lisons tous.